Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bonjour, je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et vous écoutez Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Cet épisode a été enregistré en direct dans le concept store parisien Merci, à l'occasion de leur exposition mode et déco Réparer les choses. Lors de cette discussion avec Tilly Couture et la marque Numéro F, nous allons parler de réparation entre conscience écologique et créativité. Car comme le dit Orsola De Castro dans son livre Choisir une mode durable, raccommoder et porter longtemps ses vêtements devient un acte révolutionnaire. Je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette discussion autour de la réparation. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chloé Cohen, j'anime le podcast Nouveau Modèle sur la mode responsable et engagée. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de la réparation entre conscience écologique et créativité. Vaste sujet. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Antoinette Fine, qui est cofondatrice de Tilly, un service de couturier et couturière à domicile, mais tu nous en diras plus juste après. Et nous accueillons aussi Margot Francourt et Sandra Fernandez, les cofondatrices de la marque Numéro F. Merci à toutes les trois d'être là pour cet enregistrement. Peut-être que pour commencer, je vais vous laisser présenter très rapidement ce que vous faites, voilà, en quelques mots, comme ça, ça placera un peu le contexte. Antoinette, si tu veux commencer. Bonsoir, donc Antoinette Fine, moi j'ai monté Tilly, on est 3 associés et je suis en charge des opérations et tout ce qui est transverse métier chez Tilly, donc c'est tout le savoir-faire finalement et ces nouveaux métiers autour de la retouche, la réparation, l'upcycling. Tilly, c'est un service de couturier à domicile au départ, donc partout en France, dans 20 villes, on travaille et on collabore avec 250 couturiers. Et on les met en relation avec des clients particuliers ou des clients dans leur parcours finalement e-commerce ou retail lors de leurs achats, après achats, et on accompagne également des grandes enseignes dans leurs enjeux autour des stocks. Donc c'est toute la question aussi que je pense on va creuser aujourd'hui, qui est super importante, et on pourra parler plus amplement de la loi AGEC également, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, on va passer à Numéro F. Bonsoir. Merci d'être venue. Je suis l'une des créatrices de Numéro F avec donc Margot. C'est une marque de vestes en jean de luxe, upcyclée. Nous proposons des produits réversibles, uniques, unisexes et surtout... Nous travaillons les vestes avec des produits, enfin des tissus de maisons de couture venant de stocks dormants. Et aussi, c'est un mélange des tissus de coup de cœur, de voyage, découverts lors de nos voyages. Donc, du coup, excuse-moi, je rebondis. Tout ce qui est autour de Numéro F, il faut savoir qu'il y a un travail... de broderie, de tout ce qui est pierres semi-précieuses qu'on ajoute à nos vestes. Tout est fait donc du coup dans des ateliers parisiens avec des artisans parisiens. Et voilà, en fait, on revalorise une veste qui existe déjà, on la décortique de A à Z. Et voilà, on travaille avec différents couturiers, voilà, qui Numéro font... F, c'est avant tout un produit artisanal, voilà, un bijou précieux. Voilà. Et au-delà d'une réparation, c'est aussi un vêtement à qui on redonne vie, avec des tissus oubliés. C'est l'expression de la créativité finalement dans la réparation. Donc on aura le temps de détailler tout ça. C'est vrai que la réparation, il y a quelques années encore, c'était un peu signe de pauvreté. Enfin, en tout cas, ça n'avait pas très bonne presse, pas autant qu'aujourd'hui. Parce que c'est vrai que maintenant, ça combine un peu écologie, créativité. Ça revient sur le devant de la scène. Et je voulais savoir comment vous expliquez ce changement de comportement. Antoinette ?
Honnêtement, je pense que c'est la question la plus dure de ton de l'interview de ce soir. Je ne sais pas si ça va être très concret. En revanche, c'est plus une observation des changements totalement de paradigme et de conscience écologique. Peut-être qu'aussi le Covid a accéléré ces consciences-là. En revanche, il y a un vrai changement du consommateur. Nous, en tout cas, chez Tilly, on est vraiment très customer focus, qui est vraiment... Tout le monde utilise ce terme, mais dans l'univers de la start-up, c'est peut-être insupportable. Mais en tout cas, c'est vraiment ça, c'est qu'on est à l'écoute quand même des clients. Et on se rend compte, par rapport, par exemple, nous, on a été lancé en 2017 et maintenant, qu'il y a une vraie demande des clients. Là où avant, limite, on ne pouvait même pas parler trop d'écologie parce que on passait très vite pour des ayatollahs. Et ça pouvait faire fuir aussi. Et finalement, l'engagement devient aujourd'hui marketing même. Donc c'est là qu'on le voit, parce que les grandes enseignes vont énormément sur ce créneau-là. Et c'est super bien, en réalité. Qu'on pense que ce soit bien, pas bien, fake ou pas, finalement, ça montre qu'il y a un engagement et un changement à prendre. Et c'est vraiment hyper important d'aller... de se rendre compte, de cette économie qui est très, très polluante, comme nous le savons tous. Et vous, comment vous pouvez expliquer un peu ce changement de comportement, de mentalité ? Tout d'abord, moi, je pense qu'effectivement, dans les médias, déjà, on n'en parlait pas assez. Je pense que de plus en plus de jeunes prennent conscience qu'il faut prendre parti pour un changement radical, en fait, que ce soit au niveau de la mode. Il y a plein de jeunes qui réalisent que la fast fashion, il faut évoluer par rapport à tout ça. Donc voilà, nous, quand on a créé Numéro F avec Sandra, on a vraiment décidé de partir sur une veste qui existait déjà. Voilà, parce que le jean, c'est un des polluants le plus néfaste dans la mode. Malgré tout, on voulait partir sur une marque en jean. Voilà, c'était un produit qui se transmettait de génération en génération. Et pour nous, il était essentiel de partir sur un produit upcyclé. Donc, de ne produire aucune matière première et en espérant également inciter les gens à réagir comme ça. Sur nos vestes, il y a beaucoup de patchs, beaucoup de travail de broderie et de réparation. Plus que de la réparation, c'est créer décortiquer, comme je vous disais tout à l'heure, une veste pour repartir et faire peau neuve, en fait, avec un article, embellir l'article. Et voilà, je sais pas, Sandra, si tu peux Margot a tout compléter, dit. Je sais pas, du coup. Margot a tout dit, mais ce qui fait vraiment réfléchir, effectivement, c'est le réchauffement climatique. C'est effectivement, ça devient peu à peu dans nos consciences et on veut tous s'améliorer et faire des efforts et changer. Donc, même par rapport à nos enfants, on se dit c'est pas possible qu'on continue comme ça, en fait. C'est clair. Moi, j'ai pas envie que ma fille, elle pense à consommer la génération Kleenex comme on a pu être à un moment. Tu consommes, il y a un trou, ça te plaît plus, tu jettes. Enfin voilà. Oui. L'idée, c'est vraiment d'apprendre. Effectivement, à réparer, à préserver, voilà. On a tous compris que le textile est vraiment l'un des plus polluants au monde. Donc, effectivement, on essaie maintenant de tous changer et de s'améliorer. Ça fait partie de la prise de conscience globale de toute façon. C'est vrai et puis sur les réseaux sociaux, on a presque l'impression que réparer, recoudre un bouton, recoudre un trou dans un vêtement, c'est presque un acte militant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. 100%. Je voulais rebondir et ça suit totalement ce sujet, c'est que il y a aussi beaucoup de campagnes autour de les campagnes RRRR réparer. J'oublie toujours les R, mais c'est réparer, réutiliser, recycler, réduire. Celui-là, je l'oublie tout le temps. Auquel nous on contribue beaucoup, qui ont énormément joué
je pense. Il y a aussi les grandes enseignes, mine de rien. Les exemples, c'est Galeries Lafayette, Go for Good, le Printemps avec le 7e ciel. Enfin voilà, il y a énormément de mouvances et ça joue, je pense, pour répondre à ta première question, peut-être plus concrètement, dans justement ces consciences écologiques. Pardon, j'aurais pu parler. Voilà. Non, mais très bien. Et effectivement, les consommateurs sont consommateurs, en fait, finalement, à fond. C'est-à-dire que les marques, maintenant, c'est comme le bio, quoi. Ça va devenir normal, je pense. Oui, c'est ça. Mais comme tu disais tout à l'heure, suite au Covid, effectivement, on a l'impression que beaucoup de personnes ont pris conscience qu'il fallait effectivement changer les mœurs, faire des efforts. Voilà, mieux manger, comme tu disais, le bio. Voilà, c'est faire attention à ce qu'on porte. Voilà, il y a une prise de conscience générale, je pense, qui a été très forte. Suite au Covid aussi. Ouais. En tout cas, on y est presque. En tout cas, on va dans le bon sens, ça c'est certain. Il y a autre chose aussi dans la réparation, c'est-à-dire qu'on a peu à peu perdu la transmission de ces savoir-faire, de la couture, et c'est ce que vous essayez de faire d'ailleurs avec Tilly, de remettre un peu ce métier de couturier sur le devant de la scène, de redorer un peu cette image du couturier à domicile ou de quartier, celui qu'on va voir quand parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Enfin moi par exemple, faire un ourlet, pas sûr qu'il soit très droit si je le fais moi-même. Donc et est-ce qu'on devrait à nouveau peut-être enseigner ce savoir-faire, ou parce que c'est vrai qu'il s'est perdu au fil des générations. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est compliqué. Moi, je vois ma grand-mère, elle raccommodait tout. Le trou, le bouton, ça va à peu près, mais ça s'arrête là, quoi. Est-ce qu'il faudrait réenseigner un peu ce savoir-faire-là pour éviter de le perdre et qu'il s'installe vraiment durablement dans la société ? Ouais, je pense que je sais pas si vous devez être confrontés vous dans les chaînes de production aussi sur finalement ce savoir-faire complètement. Nous en tout cas chez Tilly, c'est vrai que c'est depuis les débuts. Au début, c'était entre guillemets facile parce que déjà on n'avait pas une telle demande client, donc c'est un peu comme quand on compare ça à l'organisation en cuisine. Il y a vraiment les top chefs, les seconds, les commis. Au début, on travaillait qu'avec les top chefs, donc c'est facile parce que finalement les top chefs ils ont de l'expérience, et en couture le gros sujet c'est l'expérience. Donc c'est le temps, tout ce qui est exquis mûrit lentement, mais c'est exactement ça. C'est que finalement la réparation, ça suppose d'avoir des années d'expérience, parce que ça suppose d'avoir vu des démontages de vêtements, des remontages de vêtements, de comprendre les matières, ce qu'on peut assembler, désassembler, enfin, etc. C'est une multitude de pièces, puisqu'on le sait, dans un vêtement, il peut y avoir jusqu'à des centaines de pièces en fait, d'empiècement. Donc le sujet c'est ça. Donc quand on travaillait au début avec la crème de la crème, ça va. Plus on a envie finalement de répondre à la demande, qui est en plus grandissante, plus il faut aller vite et former finalement à ces nouveaux métiers, les métiers d'antan, exactement, de nos grands-mères, qui étaient avant vraiment partie intégrante de l'apprentissage du couturier, parce que, pareil, dans les mœurs, dans les consciences, on avait vocation à entretenir. L'entretien était vraiment partie intégrante, finalement, de la consommation. Aujourd'hui, sur les 50 dernières années, on a perdu cette notion d'entretien. Et c'est vraiment ça le changement. Et aujourd'hui, on est en train de revenir dans cette ancienne façon de penser qui est superbe, parce que elle était déjà très moderne finalement. Et donc on revient finalement à former et à donner ces nouveaux mindsets. Moi j'appelle ça le mindset parce que c'est ça finalement, c'est comment on appréhende un vêtement, une collection, et dans tout son cycle de vie, parce que finalement c'est une boucle vertueuse. Et c'est assez fabuleux finalement. Et donc là d'ailleurs, c'est super chouette parce qu'on commence à être une vraie référence. Nous, c'est vrai que côtoyer autant de couturiers au quotidien, on échange avec eux continuellement, et on est continuellement en apprentissage, en amélioration. Et on essaye, à chaque fois qu'on apprend quelque chose d'un couturier, on essaye de le divulguer auprès de tous les autres, parce que c'est ce qui permet de faire les choses bien, et de transmettre, de partager. Il y a en plus la crème de la crème qui peut former les plus jeunes. Donc, on essaie de faire des ponts, et il y a pas mal d'écoles de mode avec lesquelles on échange, toutes, de toute façon, voilà. Et là, cette semaine, on coachait les deuxièmes années chez Modart, justement, dans Modart International, sur les e-Fashion Awards, qui est très concerné par ces enjeux, finalement, éco-responsables, de former les étudiants en école de mode à ces nouveaux mindsets. Et on vient aider du mieux qu'on peut. Voilà.
Et c'est essentiel pour moi d'apprendre aux plus jeunes, voilà, le fait de prendre soin de ses vêtements, d'être indépendant, entre guillemets, dès le départ. Enfin, tu vois, rabaisser un bouton ou un trou, tout simplement. D'être capable de redonner vraiment une deuxième vie à un vêtement. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de marques proposer leur propre service de réparation. Je pense à Veja, par exemple, qui a ouvert une cordonnerie à Bordeaux, l'Espace Darwin. Mais il y a plein d'autres marques qui le font de plus en plus. Et du coup, je voulais évoquer avec vous un peu la responsabilité des marques dans la réparation de leurs vêtements. Quel rôle elles doivent jouer dans à la fois l'éducation sur comment réparer ou pourquoi il faut réparer, mais aussi le rôle qu'elles ont sur leurs vêtements qui doivent durer, qui doivent être réparables. Antoinette ou les filles, si vous voulez commencer sur cette question, sur la responsabilité des marques dans la réparation de leurs vêtements. Donc nous, par rapport à Numéro F, tout ce qui est au niveau de la réparation, nous, c'est essentiel d'accompagner pour nous les clientes. Voilà, sur leur achat. On aime savoir aussi ce que devient leur achat. Voilà, pour nous, quand on crée, c'est vrai que c'est un peu comme c'est des pièces uniques qu'on crée, c'est un peu comme des bébés, tu vois, qu'on laisse partir. Voilà. Donc jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour par rapport à nos clientes, mais on veut que chaque client ou cliente, parce que nos pièces sont unisexes, voilà, on veut que chaque client puisse se sentir libre de revenir vers nous, voilà, pour s'il y a le moindre souci, on les accompagne. Si par exemple il y a besoin de réparer une veste, ne serait-ce qu'avec le tissu, je ne sais pas si un client a un tissu de sa grand-mère qui lui tient à cœur et qui veut que sa réparation soit faite avec tel ou tel tissu qui lui tient à cœur, c'est possible. Nous, on souhaite vraiment que Numéro F, ça soit une pièce, tu vois, qu'on transmet de génération en génération. Voilà, que ça soit la pièce qui dure dans le temps. Même si voilà, on veut que ça soit comme un bijou, comme une montre, voilà, que tu transmets. Voilà, c'est essentiel pour nous que ça soit un vêtement qui dure. Donc la réparation, pour nous, ça fait partie intégrante de Numéro F. En fait, c'est plus que la réparation, c'est créer. En fait, c'est redonner vie aux vêtements. C'est pas de la réparation. En fait, la réparation, c'est comment te dire, ça apporte quelque chose à nos vêtements. En fait, c'est une sublimation, on va dire. Je sais pas si, enfin voilà, ça sublime le vêtement. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, oui, chez Numéro F, on essaye d'accompagner au mieux nos clients sur la réparation et on est présente. Et la durabilité, oui, c'est important. Oui, ça va. Parce finalement, que c'est l'un va avec l'autre. C'est vraiment, on veut un produit qui se transmet de génération en génération. Donc oui, on est présente. Et puis finalement, vous mettez de l'attachement aux vêtements et c'est peut-être aussi comme ça qu'on a envie de les réparer. Parce que le problème de la fast fashion, de cette mode jetable, c'est que tout le monde a le même t-shirt, tout le monde a le même pantalon et donc on n'est plus tellement attaché à notre vêtement. C'est d'ailleurs ça qui est un gros problème. Et donc, on préfère le jeter que le réparer parce que finalement, on n'a pas d'affect, on met rien dedans. Alors que dans une veste qui est complètement unique et que personne d'autre ne va porter, il y a tellement... on met beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup d'affection. Donc, on a envie de la garder et de la réparer. Beaucoup d'émotions. Et je ne sais pas si Antoinette, tu veux rebondir sur parce que vous accompagnez les marques, donc dans leur responsabilité, accompagner les clients, en fait, de ne pas se limiter à la vente et se dire après c'est le problème des gens, quoi, s'il se passe quelque chose, de dire on pense le produit jusqu'à sa fin de vie, quoi. Mais complètement, j'aime bien l'approche. En fait, donc effectivement on est confronté à plusieurs marques, enseignes. Et ce qui est intéressant, c'est que l'approche est totalement différente pour chacun, mais tout de même dans une dynamique qui tend vers la réparation, comme finalement on achète son produit, durabilité inclus. En gros, c'est ça le sujet. Et il y a un vrai changement, ça c'est super intéressant. Moi, j'aime bien aussi le côté de se dire que
aujourd'hui le vêtement il vit. Donc en fait on a effectivement un changement de perspective et c'est ça, c'est que maintenant on s'attache à un vêtement, tout pansement, toute réparation, visible, pas visible, enfin peu importe. C'est un peu comme les événements de vie où on peut comparer ça, vous savez, au bracelet à chaque où on ajoute voilà. Finalement il y a un peu de ça dans un vêtement et il y a une histoire à raconter, donc il vit, il traverse des épreuves, des étapes, il se transmet et c'est ça qui marque un petit peu le changement. Les marques, nous, on a effectivement différents types d'approches. Et donc la loi AGEC aide beaucoup. Donc la loi AGEC, c'est vraiment un enjeu où finalement les gouvernements souhaitent aider ces transitions, aider les grandes enseignes et les marques à pouvoir proposer ça, parce que mine de rien, réparer ça coûte plus cher que créer, c'est le fameux sujet, et c'est comme quand on rénove un appartement, ça coûte plus cher de le rénover que de raser et refaire à neuf, mais finalement les beaux matériaux on a envie de les garder souvent, et c'est là qu'il y a tout ce charme et l'âme qui se transmet. En tout cas, les approches peuvent être autour des stocks, autour de donc soit c'est parce que c'est des défectueux, donc l'après-vente, ou pendant l'acte d'achat, parce que finalement, on préfère acheter un vêtement qui va nous fitter, nous aller parfaitement, comme ça on le met, plutôt que d'avoir cette tendance à l'achat qui coûte pas cher, dont on se fiche. Et en fait, si ça nous va pas une semaine après, parce qu'on croyait que ça nous allait bien en cabine d'essayage, mais en fait ça nous va pas, et on arrête de le mettre. Et ça, c'est un gros problème. C'est un très mauvais comportement. Je pense qu'on en prend tous conscience et les marques veulent donc accompagner aussi ça. Donc la réparation, les stocks. Donc nous, on a effectivement des opérations où, grâce à notre finalement capacité de gestion et de staffing de couturiers, on arrive à répondre à différents enjeux et sur le plan, et de manière omnicanale. Et donc ça, c'est le grand changement aussi, c'est que en e-commerce, avant, il n'y avait pas de service. Il y a quand même 30% de taux de retour en e-commerce, dont la moitié sont liés à un problème de fit. Ça veut donc dire un ourlet, s'il avait été proposé ou offert, peut-être que finalement, on n'aurait pas eu besoin de renvoyer le colis. Ça coûte de l'argent, c'est beaucoup de taxes carbone, d'empreintes carbone, pardon. Et finalement, c'est une expérience client aussi qui est décevante, parce qu'en fait, en général, quand on achète un produit, on a quand même envie qu'il nous aille. Donc ça, c'est la première approche qui, pour nous, était la plus évidente, et grâce à finalement nos moyens techno, parce que on en a sous le capot. Ça nous a permis de nous intégrer dans le parcours des marques e-commerce. Le deuxième enjeu, il est effectivement aussi en magasin, où c'est malheureux, mais c'est la perte du savoir-faire. Il y a un déclin du savoir-faire et de la réponse. Les couturiers de quartier, il n'y en a plus beaucoup. C'est difficile de maintenir cette profession. Il y a très peu de repreneurs. Et nous, ça nous tient à cœur finalement d'être capable de trouver l'alternative et de faire la passation et de répondre. Donc les marques en physique, finalement, font appel à nous aussi pour avoir déjà cette omnicanalité, faire le pont avec le e-commerce, et pouvoir également servir le client davantage, aussi parce qu'on se déplace de moins en moins en magasin. Donc ils veulent enrichir l'expérience et mettre en avant tous leurs enjeux autour de la réparabilité, de la durabilité des vêtements. C'est super important. Et également faire remonter les stocks. Parce qu'ils doivent produire moins. Mine de rien, ils doivent quand même rester en vie. Parce que si on veut répondre à la transition écologique, le but, c'est pas de tuer les marques, c'est de les accompagner et de les aider finalement dans cette transition. Donc ça va prendre du temps. Et donc sur les stocks, on met en avant des animations. Donc Fago, Egg sont des marques très engagées aussi, comme Patagonia ou comme Veja. Il y en a de plus en plus, donc c'est super, numéro F. Et les grandes enseignes sont à fond là-dessus. Et c'est génial parce que on est de plus en plus, nous, sollicités pour pouvoir répondre à tous ces enjeux. Donc ouais, c'est super chouette. Tant mieux. Donc tu l'as dit, réparation, c'est aussi être capable de créer des vêtements durables. Il est là aussi l'enjeu. Mais donc, qui dit durabilité dit moins de production, moins de consommation, parce qu'on a nos vêtements plus longtemps. On n'a pas besoin... après, il y a d'autres... l'achat compulsif et tout, c'est d'autres choses. Mais en soi, si le vêtement ne s'abîme pas plus que ça, on n'a pas besoin d'en racheter. Ou en tout cas, si on peut le réparer, on n'a pas besoin d'en racheter. Donc, dans quelle mesure la réparation, c'est aussi une façon de répondre à l'enjeu de surconsommation et de surproduction et de lutter contre ce fléau qui est quand même le principal problème de l'industrie textile aujourd'hui, la surproduction.
Antoinette. J'y vais rapidement, mais je laisse après numéro F aller plus dans le détail. En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est un peu ce que je disais juste avant, c'est que la première approche déjà, c'est de porter ses vêtements. C'est-à-dire que on porte que 20% de son dressing. Si déjà on pouvait en porter, déjà passer à l'étape des 40%, puis des 60 et des 80, ce serait déjà pas mal. L'idée, c'est pas de se dire non plus qu'on doit absolument jeter et ne plus porter le vêtement Zara. Voilà, il est là. Donc, il est là, ok. On va faire avec, on peut le porter. Le tout, c'est de le porter, parce que d'ailleurs, il y a des études qui montrent que le sujet, c'est dans quelle mesure on utilise et donc quels sont nos vrais besoins. Donc, dans nos vrais besoins, on doit s'habiller. Bon, ok. Après, peut-être qu'on se surhabille, et je dis pas qu'on est parfait, c'est clair. Et on surtout, cherche à les se marques démarquer. ont une responsabilité. Et les Parce que marques là, ont une on parle beaucoup du responsabilité. consommateur, mais finalement, l'enjeu, il est aussi du côté des marques. Voilà, ouais. Exactement. Et donc les marques, donc déjà sont très pressurisées, ont des enjeux aussi de devoir produire moins, mais mieux. Donc ça c'est comme, d'ailleurs, il y a des super exemples comme numéro F, c'est même encore mieux. Mais en tout cas, déjà être passé de 10 collections par an à 2, c'est déjà superbe. Et effectivement, je pense que le sujet, c'est que demain on va consommer moins, mais mieux et plus durable. Donc c'est-à-dire qu'on va acheter peut-être moins de vêtements, mais auprès des marques, on va acheter à la fois le service finalement de l'empreinte durable. Et c'est ça la différence, c'est qu'au lieu d'acheter des vêtements, on va acheter aussi du service. Voilà, et je le vois pas mal comme ça en fait. Et du coup, peut-être que numéro F, vous avez une autre approche. Non, mais c'est exactement ça. Il faut penser surtout à acheter un vêtement de qualité qui est durable dans le temps et arrêter d'acheter en quantité à prix cassé. Donc... effectivement, tu as tout résumé. Non, mais c'est vrai qu'on va finalement aujourd'hui, la réparation, ou en tout cas tous les services qu'une marque peut proposer, vont aussi jouer dans la balance, ou en tout cas, on va tendre vers ça, va jouer en faveur des marques. Si on peut être accompagné et pas, voilà, je veux dire, si notre vêtement l'ourlet se défait ou un bouton se casse, et si on peut être accompagné par les marques, c'est génial. D'avoir ce service-là. Nous, oui, c'est sûr, c'est ce qu'on essaye de faire, de toute façon. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, effectivement. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est produire un vêtement qui dure, de qualité. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est basé sur des vestes réversibles. Tu vois, tu portes ta veste, tu la twistes directement le soir. Et, voilà, c'était essentiel pour nous de faire un 2 en 1. Voilà, un unisexe aussi, une pièce unisexe. Et au niveau des tailles, c'est vrai que comme c'est des pièces uniques, et à chaque fois, on a des tailles qui peuvent correspondre du coup à un M en homme et un L femme. Tu vois, ça peut. Tout ça pour te dire qu'on n'a pas des. Au niveau des tailles, on est plutôt en général oversize, mais on s'est aussi dirigé progressivement vers des tailles un peu plus menues, tu vois. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est que ça fit pas forcément, tu vois, hyper cintré. Nous, c'est pas ce qu'on aime à la base. Donc, on essaye que la veste puisse aller effectivement à différentes morphologies. En fait, tout simplement, on a des vestes en XXL qui peuvent être portées sur une femme comme Sandra qui est en XS, tu vois. Donc, voilà, on essaye que ça fit effectivement et que ça puisse être porté, en fait, tout simplement, que ça soit dans le dressing de ton mec, de ta copine, enfin j'en sais rien, mais en fait que tu puisses twister le vêtement. Voilà, l'idée c'est de ne pas avoir un vêtement dormant en fait. Voilà. Et c'est pareil au niveau de la production chez nous, on veut pas de stock dormant. On fait à partir de stock dormant de maisons de couture, de tissus effectivement qu'on a glané au fil du temps. Mais c'est pareil, nous, tu viens dans les bureaux de numéro F, tu vas pas avoir des tonnes de vestes en jean. On ne veut pas stocker, voilà, on veut pas faire nous-mêmes de stock dormant. On veut pas faire de déchets, enfin de surproduction non plus. C'est pour ça que nous, on produit vraiment à petite quantité et voilà. Donc raisonné. Très bien. Voilà, c'est ça. Peut-être que je me suis égarée. Non, mais donc on a parlé un peu de la réparation sous l'acte
sur le prisme de l'écologie, de la durabilité, de ces notions-là. Il y a aussi la réparation créative. C'était quand même un sujet que je voulais évoquer avec vous, parce que je trouve que c'est aussi une façon de redorer l'image de la réparation, finalement, de lui donner ce côté un peu, de laisser exprimer sa créativité. Et dans quelle mesure ça peut être créatif? Donc là, peut-être, remarque avec Tilly, vous le faites aussi, vous twistez un peu quand vous réparez, vous accompagnez en tout cas les clients. Je ne sais pas si là c'est plutôt côté marque ou côté consommateur, peut-être plutôt côté consommateur, mais sur la créativité de la réparation. Oui, complètement. Il y a même besoin d'un vrai accompagnement, et c'est ce que les consommateurs, les clients nous demandent, parce que on n'a pas tous finalement, on se réveille pas tous les matins avec une bonne idée, c'est difficile, et puis même parfois il y a des contraintes techniques, donc on doit faire avec. Je compare aussi ça, pareil, j'aime bien comparer les métiers, mais un architecte, ça nous parle, quand l'arrivée d'eau, si elle est là, elle va pas être autre part, donc on doit faire avec. La contrainte du vêtement, c'est ça, c'est que l'œil d'un expert permet de un petit peu cadrer dans quelle mesure on peut s'emballer ou pas. On peut s'emballer ou pas. Mais alors on peut vraiment s'emballer, et c'est assez intéressant, c'est que parfois quand on regarde un vêtement, on pense à des trucs qui peuvent être très compliqués, très techniques, où il faut démonter, remonter, ça peut coûter super cher. Et puis en fait, il suffit d'un patch ou d'avoir la bonne petite idée, de l'astuce, et en fait on se retrouve à vraiment redonner vie pour pas grand chose, avec finalement tel t-shirt tu le mets plus, viens on découpe un peu, hop on met ça, et puis finalement moi ça m'est arrivé plein de fois, j'ai rassemblé 2 hauts, 2 pantalons que je portais plus, et finalement maintenant c'est des pièces uniques que je reporte. Donc il y a un vrai sujet d'ailleurs qui est marrant avec la créativité dans ce genre de cas, c'est que ça allie, ça rejoint énormément ce que fait Numéro F, c'est sa pièce unique, et pour le coup on en est beaucoup plus fiers que tout le reste. Donc c'est assez marrant. Ça permet de rendre la réparation attractive en fait. Complètement. Et c'est super important d'ailleurs parce que il faut qu'on inspire. Donc nous on essaye régulièrement, ça nous prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur, c'est d'inspirer, donc du mieux qu'on peut, soit via notre page Instagram, soit dès qu'on peut filmer une cliente, qui nous envoie une photo ou un petit film d'elle, ou sur notre blog. Nous aussi on essaye d'en faire en interne pour pouvoir donner les idées, parce qu'on les a pas toujours, et c'est super important pour éduquer aussi finalement le consommateur, et même les grandes enseignes dans ce qu'on peut faire, parce qu'on ne sait pas en fait qu'on peut faire ce qu'on peut faire. Oui, donc, parfois on se limite, alors qu'en fait on peut faire plein de choses en Ouais. réparant un vêtement. Et c'est intéressant que tu parles aussi des contraintes techniques, parce que c'était une de mes questions, de savoir qu'est-ce qu'on peut tout faire en fait quand on répare un vêtement. Et là peut-être que vous allez pouvoir vraiment nous éclairer sur quelles contraintes vous rencontrez quand vous chinez une veste en jean et que vous devez la customiser, la réparer. Comment ça se passe? Bien, la créativité est primordiale chez Numéro F, puisqu'on décortique et on remonte tout un vêtement. Et nous, justement, on a des imperfections dans des tissus que nous gardons volontairement. Mais effectivement, pour d'autres imperfections, nous les sublimons avec des broderies ou des bijoux, par exemple. Je ne sais pas si tu veux rebondir. En fait, on a des contraintes, effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Au niveau, nous, on assemble beaucoup une matière brute, donc le jean, avec la soie. Et ça a été indéniable pour nous. Ça a été de travailler avec des couturiers qui étaient d'accord de travailler ces deux matières, qui à la base ne s'associent pas. Le jean, c'est assez, ça peut être assez rêche, assez dur. La soie, c'est assez souple. Voilà. Et l'idée, c'était de créer une pièce qui allait durer dans le temps et qui ne soit pas fragile. Alors effectivement, chez Numéro F, tu achètes une veste, c'est comme un objet précieux en fait que tu as sur toi. C'est comme, je sais pas. Par exemple, une broche que tu récupères de ta grand-mère, tu y prêtes attention, tu en prends soin. Chez Numéro F, on souhaite vraiment créer un vêtement auquel, déjà, que personne n'a, qui se transmet, c'est ce que je disais tout à l'heure, de génération en génération, mais aussi qui est précieux.
Voilà. Voilà, tout simplement. Et donc sur les contraintes, il y a les tissus, mais est-ce que je sais pas des coutures moi je suis pas assez spécialiste de ça, mais des trous, une veste qui est un peu abîmée, comment on fait Donc tu disais vous gardez certaines imperfections qui rendent la pièce unique, j'imagine. Exactement, on garde volontairement, mais il y a d'autres qu'on sublime avec de la broderie ou des patchs ou des bijoux. Par exemple. Soit on garde, soit effectivement, comme on disait, comme tu disais tout à l'heure, soit on garde, soit effectivement on peut carrément couper couper des manches et abîmer le vêtement volontairement parce que on veut le sublimer. Pour nous, c'est pas un frein, quoi. Voilà, c'est volontaire. Presque tout est possible en fait. Oui, exactement. De notre côté, oui, c'est par rapport à la créativité, on trouve la solution. Et tout, voilà. Par rapport toute une recherche, une réflexion derrière tout ça. Ouais. Par rapport au mélange des matières, c'est indéniable pour nous d'associer des matières, qui de base ne s'associent pas. Voilà, ne se marient pas. C'est essentiel parce que c'est ce qu'on aime nous. Voilà. Mais c'est une vraie contrainte. Moi, j'adore les mix de matières fines, épaisses, détaillées, pas détaillées. Enfin bref. Mais c'est vrai que je comprends que ce soit une contrainte parce que et nous c'est un petit peu là-dessus aussi qu'on va quand on va coacher ou former finalement à l'upcycling au sein des écoles, c'est que on doit réapprendre. En fait, quand on re-regarde finalement le schéma de la formation aujourd'hui tel qu'il est sur les métiers de la mode, évidemment, c'est super bien fait. D'ailleurs, c'est tellement bien fait que donc chacun vraiment a le temps de creuser des expertises, des métiers à part entière. Donc c'est super important. C'est un vrai savoir-faire, vraiment, voilà. Et il pourrait y avoir des années nécessaires supplémentaires si on devait aller former finalement beaucoup plus. Et ce qui est différent avec le fameux métier, peut-être de couturier de nos grands-parents, il y a 50 ans et plus, c'est qu'on avait une façon de penser différente. Et donc, ça ne tient qu'à ça, entre guillemets. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est difficile, pardon, je me perds un petit peu parce que j'essaie de répondre à ta question aussi avec ce que tu dis, Margot, c'est que en général, un couturier, soit il est tailleur pour homme, soit il travaille du jean, soit il travaille de la dentelle, soit il travaille de la soie mousseline, voilà. Et puis après, selon ses niveaux, en plus, il va travailler des matières plus ou moins techniques, sensibles, fines, etc. Et en plus, les machines à coudre ne sont pas les mêmes selon les matières. Donc tu pousses le vis, ça va assez loin. Et quand tu dois donc travailler de la soie ou du jean, en fait déjà, normalement, tu as deux machines totalement différentes. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc quand tu dois te dire, attends, je dois coudre en même temps et faire un empiècement, donc ça veut dire que j'associe les deux matières en une couture. Déjà, quelle machine on utilise? Quand on n'a jamais fait, on est un peu perdu et on se dit merde. Et en plus, souvent, on a des belles matières sous les yeux parce qu'on n'upcycle pas en général des matières qui ne nous tiennent pas à cœur. Donc, résultat, on n'a surtout pas envie de foirer parce qu'en plus, la machine peut s'emballer. Donc, et quand on panique, on panique. Bref, du coup, il y a quand même un sujet autour de ça qui peut être un petit peu déroutant. Et l'idée, c'est de se faire la main. Et donc, oui, il faut se faire la main. Et donc, en éduquant, en formant, en coachant, finalement, il y a des étapes intermédiaires on arrive finalement petit à petit à redonner vie et à redonner envie surtout de prendre le risque. Parce que prendre le risque, c'est aussi déjà un bon premier pas pour être éco-responsable. Ouais. Et à contourner les contraintes qu'on s'était un peu mises, quoi. Ouais. Et de façon générale, on l'a dit, la créativité est aussi une façon de rendre la réparation attractive, mais de façon très large, comment on arrive à convaincre les gens de réparer un vêtement plutôt que d'en acheter un autre quand on voit le prix que coûte un nouveau t-shirt en fast fashion qui va nous coûter 10 € et une réparation qui va nous coûter exactement le même prix, voire plus. Comment on fait?
Je pense que c'est plus... c'est plus Tilly. Je me dis que vous avez une réflexion, vous, sur peut-être le prix aussi des vestes. Nous en fait, excuse-moi, mais du coup, oui, c'est ça. En fait, quand tu achètes... Déjà, quand tu achètes une veste numéro F, il y a un prix. C'est un budget qui est quand même conséquent. C'est un achat réfléchi. C'est-à-dire que la personne qui achète du numéro F, elle va effectivement réfléchir 1 mois, 2 mois, parce qu'elle a eu un coup de cœur pour cette veste. Tu vois, on n'est pas du tout, nous, dans ce... c'est pas l'achat compulsif du tout. C'est pas du tout l'achat compulsif du t-shirt. Voilà, effectivement... c'est horrible à dire, mais acheter un t-shirt en fast fashion, voilà, tu as un trou dedans. La première des choses, quand tu es dans cette génération-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, Kleenex, c'est tu le jettes. Non, maintenant, à toi d'être inventif et de couper, comme tu disais tout à l'heure, ton t-shirt, d'en faire un crop top. Ou effectivement encore faut-il qu'il soit de bonne qualité aussi, parce que c'est ça. Problématique-là. En fait, quand il est complètement déformé, acheter quelque chose, exactement. Ouais. Tu as tout à fait raison. C'est acheter quelque chose de base qui est de bonne qualité. En fait, c'est ça. Acheter la qualité au lieu de la quantité, c'est ce qui résume. Voilà. Donc c'est clair. Il y a un réflexe. Moi, ça me fait penser le t-shirt. T'as complètement raison. C'est que en fait, ça va même plus loin, mais il y a une vraie conscience au-delà de l'écologie qui est aussi éthique, qui va dans cette dynamique. C'est que de plus en plus, vous vous souvenez du scandale, mais je pense que sur Instagram, il y avait un moment, ou alors je suis la seule à l'avoir vu, mais il y avait un moment où, je sais pas, il y avait beaucoup de posts dans la même durée sur le fameux t-shirt H&M à 4 €. Comment c'est possible d'avoir un t-shirt à ce prix-là? Et donc ça, déjà, je crois qu'il y a un vrai changement. Je pense qu'aujourd'hui, on a du mal, on a un frein. C'est-à-dire que quand on voit le prix, paradoxalement, on se dit, oula. Bon, en même temps, tout le monde n'a pas les moyens et il faut savoir rendre cette mode accessible. Donc, j'aime bien l'approche quand même, parce que il est vrai que quand on a une pièce qui va pas être accessible, c'est une façon aussi finalement d'éduquer à réfléchir à 2 fois à l'achat, d'acheter moins et de se dire que finalement, on achète un vêtement qui dure, et puis après c'est une veste, donc une veste, un manteau, ce sont des pièces dans lesquelles on a plus effectivement de capacité à mettre un petit budget parce qu'on veut que ça dure, que ça tienne chaud, enfin, ou différentes raisons, ou que ce soit unique. Donc c'est des pièces phares de notre dressing. Effectivement, le t-shirt, et les vêtements de manière générale, le vrai changement, il va être dans le fait de se dire qu'on achète un vêtement durable. Donc peut-être qu'on va être plus à même d'acheter moins, mais d'acheter un produit qui finalement va être entretenu par notre marque, à laquelle on va être fidèle grâce à ça. Mais je pense que c'est difficile et je crois que c'est aussi pour ça que la loi AGEC aide à ça et les gouvernements se posent beaucoup de questions à ça, parce qu'il faut aider à ce que les grandes enseignes en fait soient capables de produire, de réutiliser finalement ce qu'elles ont pour les mettre à disposition du grand public. On sait que retaper ça coûte plus cher que de créer du neuf, mais en même temps il faut retaper et que ce soit accessible auprès des marques. Donc il y a un vrai changement, c'est que je pense que les grandes enseignes vont être aidées financièrement. Il y a beaucoup de fonds qui se mettent en place. Il y a une étude de l'ADEME là, qui est sortie récemment qui justement met en avant tous ces fonds qui sont mobilisés pour pouvoir aider via des subventions et pallier. Parce que je pense les grandes enseignes vont essayer de vendre à perte, entre guillemets, parce qu'elles vont retaper pour pouvoir rendre accessibles ces produits. Mais du coup, il faut qu'elles retrouvent et qu'elles restent viables, ces entreprises, avec beaucoup d'emplois aussi à conserver. Donc c'est la raison pour laquelle tout ça bouge. Donc moi, je crois beaucoup à ça, mais oui... Oui, le soutien du gouvernement. Ouais. Mais vous avez une réflexion, vous, chez Tilly, avec les marques avec lesquelles vous collaborez, sur les prix de la réparation ou comment, enfin après je sais pas s'il y a des gammes selon les marques, est-ce qu'il y a des marques qui offrent complètement la réparation, est-ce que... Ouais. Nous on a un enjeu, on est pro-couturier, donc on met en relation des clients et des couturiers. Notre enjeu depuis le début chez Tilly, c'est de faire valoir ce métier, de le redorer et que le couturier soit face au client. Donc il y a un truc qu'on défend depuis le premier jour chez Tilly, c'est la grille de prix. Nous on a une grille de prix à titre indicatif, donc ce sont des auto-entrepreneurs, donc évidemment on peut pas établir des prix tant qu'on n'a pas les vêtements sous les yeux ou les affaires. Donc c'est en rendez-vous que de toute façon le couturier valide et revoit les estimations de prix, enfin voilà, la tarification avec son client, afin que lui soit rentable. Nous on a une grille de prix à titre indicatif qui est super importante.
pour plusieurs raisons. Déjà parce que le client, il ne faut pas non plus qu'il soit dans le flou et qu'il ait une base comparable. Donc il y a toutes les retouches de base comparables. Ça va être l'ourlet de jean, simple. Enfin voilà, dès lors qu'on est sur tous les tarifs de base, on sait les énumérer et on est un petit peu supérieur au prix de la retoucherie de quartier puisqu'on se déplace à domicile. Donc c'est important que nos couturiers se retrouvent dans leur marge. Donc ça, c'est une première chose, mais l'importance d'avoir établi ça, c'est qu'elle permet de faire tampon. Nous, on fait vraiment tampon entre le client et la marque, donc il y a entre le client et le couturier, ou la marque cliente et le couturier, pour que le couturier soient rémunérés à sa juste valeur et qu'il n'ait pas de sujet de baisse de prix. Je dis ça pourquoi ? Parce que quand il n'y a pas de baisse de prix, quand c'est pas rapidement établi, et je blâme pas le consommateur parce qu'il y a un vrai enjeu. Évidemment que payer des retouches par rapport à si ça coûte le même prix que racheter du neuf, on est tous tentés. Donc voilà, on est de moins en moins tentés, mais on l'est quand même. On se pose quand même la question à deux fois. Et on doit faire avec. Et donc, très vite, on a envie de penser à baisser les prix. Parce que psychologiquement, on n'est pas encore 100% convaincu du truc. Et là, nous, on aide les couturiers déjà à faire valoir leur travail, à savoir parler d'eux, de leur expertise. La grille de prix, elle permet de faire tampon avec non, vous n'avez pas le couturier en face de vous tout seul pour demander à baisser les prix. C'est bête et c'est bête, mais tout le monde peut un jour se retrouver à faire ça. Et les couturiers, nous de plus en plus on les côtoie. Et c'est un profil souvent. Alors je vais extrapoler exprès, mais très souvent qui est passionné par son métier. Donc, même tout le temps passionné par son métier, mais du coup très souvent quand il se retrouve chez le client, quoi qu'il en soit, il veut repartir avec les vêtements, quel que soit le prix, in fine. Et ça c'est horrible parce que du coup, le client est roi, ok, mais quand même il faut rentrer dans ses marges. Donc c'est super important pour nous de défendre les prix. Il est vrai qu'en revanche, quand on parle avec les marques, on défend ce point. Et il y a des enjeux de volume qui peuvent parfois nous donner envie de se dire est-ce qu'on fait économie d'échelle ou pas, etc. Eh ben non, parce qu'en fait, l'éco-responsable, c'est qu'on est sur le plan local. Donc, si on est à Paris, ça va être le couturier de Paris. Si on est à Bordeaux, ça va être le couturier de Bordeaux, etc. Donc, c'est des couturiers différents à chaque fois qu'ils viennent. Donc, l'économie d'échelle, elle n'a pas lieu. Même s'il y a 20 000 retouches, en fait, c'est 20 000 retouches divisées par le nombre de couturiers. Donc, il n'y a pas vraiment cette question qui se pose. Même si on se l'est posé beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on défend. Et derrière, on soutient surtout une garantie auprès de nos couturiers pour un minimum de commandes. Le seul truc sur lequel on a un petit peu ôté les freins, c'est que pour les clients, avant, il y avait un minimum de 20 € de retouche lors de la prise de commande. Et en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait freiner plus d'un client et que mine de rien, c'était aussi notre mission. Finalement d'aider les clients à accéder à la réparation. Donc on pallie, et si le client n'a qu'un seul ourlet, c'est 12 € l'ourlet, tant pis, la différence, on la dédommagera nous à nos frais aux couturiers. Voilà. Et ça, on le voit comme un coût d'acquisition, et ça va dans nos valeurs, ça rentre dans nos façons de faire, et c'est super important. Ok. Je vais poser ma dernière question parce qu'on est déjà à 50 minutes et je voulais garder quelques minutes aussi si jamais vous avez des questions à poser à nos invités. Mais Orsola de Castro, qui est la cofondatrice du mouvement Fashion Revolution, dit très souvent les vêtements que l'on aime durent longtemps. On l'a dit, on l'a répété, c'est vrai que c'est hyper important de réapprendre à mettre de l'affect dans son vêtement, à en prendre soin. Et donc, je voulais un peu vous entendre en conclusion sur comment la réparation permet de réapprendre à aimer ses vêtements et à en prendre soin. Même si on l'a dit un petit peu pendant la discussion, mais en mot de la fin. Oui, non, mais ce qu'on se disait tout à l'heure, on en parlait. On a tous un vêtement fétiche dans notre dressing qu'on veut chouchouter au fil du temps, et la réparation justement permet de préserver ce vêtement fétiche. Et justement, c'est ce qu'on veut faire chez Numéro F, créer des coups de foudre que l'on garde au fil du temps et pour toujours. Et voilà. C'est ça. C'est bien résumé. Et idéalement, il nous faudrait 100% de notre dressing comme coup ça, de cœur, qu'on aime, coup de cœur, pour porter non pas les 20%, mais 100%, et qu'on réduise aussi nos besoins, parce que je pense que c'est aussi ça le mot de la fin. Et avec un rien, on peut twister un vêtement qu'on ne portait plus.
et tout d'un coup, il devient aussi une pièce maîtresse dans son dressing. Qu'on aime, quoi. Ouais. Déjà, si on regarde son dressing, on peut faire beaucoup de choses, et en faisant le tri aussi, on peut faire des piles, voilà, des choses qui peuvent être réutilisées pour upcycler, faire des pièces maîtresses, des choses qui peuvent être données, parce que si on les porte plus, pourquoi pas faire plaisir à d'autres, et puis conserver ce qu'on aime. Ouais. Exactement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir répondu plaisir. à mes questions. Merci à toi. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez envie de poser est-ce qu'il y a des interrogations, des choses qui ne sont pas très claires ou qu'on n'aurait pas évoquées ce soir? N'hésitez pas, je fais passer le micro pour qu'on puisse vous entendre. Non. Si. Je te donne le micro pour qu'on puisse l'avoir à l'enregistrement. Bonjour. J'aimerais bien savoir, chez Numéro F par exemple, est-ce que vous réutilisez toutes les matières, par exemple les vestes que vous achetez, est-ce que vous utilisez tout le jean ou est-ce que vous avez des pertes textiles? Alors, je te confirme qu'on réutilise tout le jean, c'est-à-dire que on peut faire sauter un col. L'intérieur, toute cette partie du col peut être enlevée, mais on le récupère pour nos patchs, pour les étiquettes. Voilà, chez Numéro F, il n'y a aucune perte textile. C'est-à-dire que même la soie, le petit bout de soie va être accroché sur ton on tag que tu vas trouver sur ta veste. Voilà, en fait, nous, c'est vraiment ça. C'est vraiment notre identité de marque par rapport à ça. C'est primordial. Quoi. Tout petits bouts, on les garde. Voilà. Et d'ailleurs, nos couturiers avec qui on travaille nous disent, des fois, on les voit jeter, on leur dit non, on récupère tout. Et donc, certains, ça les fatigue, mais on veut vraiment tout récupérer, même la petite lamelle, voilà, tout. Ouais. Tous les bouts de tissu, on en fait quelque chose. On est un peu psychorigide par rapport à ça, d'ailleurs. Exactement. Donc, voilà. Mais, Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Je ne vois pas derrière le poteau, mais je ne crois pas. Eh ben, très bien, on va s'arrêter là. Merci infiniment d'avoir assisté à cette discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas d'être venus et merci à toi de nous avoir invités. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.